Enchantée. Donc, oui, Hélène Girardin, moi, je suis chef de projet développement durable au CTC. J'ai une formation d'ingénieur en génie chimique au départ, avec une spécialisation en environnement. J'ai travaillé ensuite une vingtaine d'années dans l'industrie chimique, sur des sites de production en Chili. Donc, à gérer la partie sécurité, environnement et qualité sur un site de production. Et j'ai rejoint CTC il y a environ 3 ans, et donc je suis en charge des sujets développement durable pour la filière. Donc on accompagne les entreprises à la fois sur la production, mais également sur la conception ou la mise en marché, sur des aspects réglementaires, sur des aspects techniques, plus particulièrement sur la partie développement durable. Ça recoupe plein de sujets qu'on va aborder entre autres aujourd'hui. Le but, c'est de vous faire découvrir le cuir parce qu'on ne sait pas forcément très bien en fait, pourquoi on fabrique du cuir. Donc, ça va être de vous donner les clés pour voir comment on le fabrique et puis quels sont les sujets environnementaux qui peuvent graviter autour du cuir et essayer un peu de déconstruire des idées reçues qu'il peut y avoir sur le cuir et puis de vous donner les clés pour mieux comprendre ce matériau et puis de vous poser les bonnes questions quand vous avez un matériau devant vous, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête pour les choisir. Et voilà, donc on va utiliser un caout tout au long de la conférence. Donc vous pouvez sortir vos téléphones ou vos PC pour pouvoir accompagner cette découverte du monde du cuir. N'hésitez surtout pas à poser vos questions tout au long de la soirée. C'est vraiment l'objectif de répondre à vos interrogations. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis il y aura un petit podium à la fin avec des petits cadeaux pour les 3 premiers. Donc soyez attentifs. Donc vous sortirez, je l'espère, avec un peu plus de connaissances sur le cuir. Pourquoi pas l'envie de l'utiliser dans vos métiers. Et si c'est bon pour tout le monde, je vais lancer. Soit avec le QR code, soit sinon vous tapez caout.it sur vos téléphones et après vous tapez le code. Le QR code fonctionne pas. Vous êtes trop loin. Pixel. C'est quoi qu'il y a non, ensemble. Tout le monde a réussi à se connecter? C'est bon. C'est bon pour tout le monde? Alors, cette conférence, on l'a appelée le cuir matériau durable.
On l'a faite avec plusieurs partenaires. Et ça va être la première question. Alors, regardez bien la première diapo. C'est juste pour tester que ça fonctionne bien. C'est une question pour du beurre. Combien de partenaires sont associés à cette conférence? Regardez bien la diapo. Juste pour vérifier que tout fonctionne de votre côté. Ah, bon, il y en a deux déjà. Il y a quatre partenaires. Donc, en plus du CTC, il y a deux fédérations qui se sont joints au module. Donc, la Fédération française des cuirs et peaux, c'est ceux qui gèrent la partie transformation de la peau en sortie d'abattoir pour pouvoir la conserver et l'envoyer ensuite en tannerie. Donc ça, c'est la Fédération de cuirs et peaux. Et il y a la Fédération française de la tannerie-mégisserie, qui regroupe l'ensemble des tanneries et mégisseries françaises, ainsi que Alliance Transcuir, qui est une fédération qui regroupe l'ensemble des fédérations du cuir, qui regroupe 21 structures, depuis l'amont jusqu'à l'aval, donc depuis l'abattoir jusqu'au maroquinier, au cordonnier et tous les professionnels qui travaillent le cuir. Alors, on va passer au système. À votre avis, quelle est l'appellation légale du cuir en France? Qu'est-ce qu'on a le droit d'utiliser comme terme? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser le terme cuir véritable, cuir synthétique ou cuir vegan? On va départager les gens. Bravo à Lucie, Morgane et Véranime. Alors, le terme cuir, il est encadré par la législation française. On a le droit de parler de cuir dès lors que c'est un matériau qui provient d'une peau animale au moyen d'un tannage. D'accord ? Donc, un cuir synthétique, si c'est synthétique, ça veut dire que c'est pas à partir d'un animal, donc vous ne pouvez pas en parler. Un cuir vegan, c'est pareil, c'est un contresens, ça ne peut pas être vegan puisque par définition, un cuir vient d'un animal. D'accord ? Et cuir véritable, en fait, cuir c'est du cuir, donc ça ne sert à rien d'ajouter des mots véritables derrière. Donc voilà, un cuir, en France, vous ne pouvez parler d'un cuir que lorsque vous utilisez la peau d'un animal, et la peau entière. Si vous utilisez des chutes de cuir que vous broyez et que vous remettez avec un liant, dans ces cas-là, vous ne pouvez pas parler de cuir. D'accord ? Puisque ce sera bien obtenu à partir d'une peau animale, mais vous n'avez pas conservé la forme naturelle des fibres de la peau. Donc, soyez vigilants, c'est un terme qui est également encadré dans d'autres pays comme l'Italie, l'Espagne, la Belgique. Après, vous entendrez souvent, vous-même, vous l'avez utilisé là. Et dans les pays anglo-saxons, on va aussi beaucoup parler de vegan leather. Alors, dans les pays anglo-saxons, c'est pas normé, donc ça peut être utilisé. Mais et bien en tête, voilà, on va voir ensuite un petit peu à quoi ressemblent les matériaux qui se veulent des vegan leather. Ça n'a rien à voir au niveau de la structure. Question suivante. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, vous levez la main, simplement à n'importe quel moment.
Alors, réponse multiple. Le cuir provient d'animaux élevés pour leur viande, d'animaux élevés pour leur lait, d'animaux protégés par la Convention internationale de Washington ou de culture cellulaire. Il y avait 3 bonnes réponses. Donc, pour leur viande, pour leur lait et certains animaux protégés que j'ai pu développer après. On change de tuyau peut-être. Alors, les principaux animaux qui sont utilisés proviennent des animaux de l'agroalimentaire. On élève d'abord les animaux pour la viande ou le lait, ça, selon les races. Vous avez des races à lait qui vont finir de toute façon aussi à l'abattoir et faire du steak haché, par exemple. Ou alors des animaux qui sont élevés pour leur viande parce que c'est des animaux qui ont plus de muscles. Et on va aussi utiliser la peau en tant que produit issu de l'industrie agroalimentaire. Les 2/3 des cuirs, c'est du bovin, donc soit des animaux adultes, soit des veaux. Ou alors, à 10% en gros, à retenir, vous avez soit du porcin, soit du caprin, soit de l'ovin. Donc, agneau. Donc, tous ces animaux-là, vous voyez, à 99,5%, c'est des animaux qui sont élevés principalement pour l'industrie agroalimentaire et on récupère leur peau au niveau de l'abattoir. Il y a un petit cas particulier pour les animaux exotiques. Vous voyez qu'en proportion, c'est extrêmement minoritaire. Pour les exotiques, là, le cas il est un peu inversé. Vous allez utiliser, élever les animaux principalement pour leur peau. Quand on dit principalement, c'est que économiquement, le revenu principal vient de la peau, alors que dans les autres cas, le revenu principal vient de la viande et du lait. C'est pour ça qu'on dit principalement. Et pour le crocodile, c'est l'inverse, principalement pour la peau. Mais il faut savoir qu'on mange aussi la viande de crocodile. Les crocodiles, ils font partie d'une liste d'espèces protégées. Donc c'est la Convention de Washington qui liste, il y a plus de 38 000 espèces animales et végétales qui sont protégées. Et dès lors qu'on veut faire du commerce de ces espèces-là, qu'elles soient vivantes ou sous forme de peau, vous devez en fait avoir des autorisations de vente pour exporter ou importer ces espèces-là. Et derrière, vous allez avoir un certificat qu'on appelle le CITES, qui va accompagner la peau, et vous allez avoir une bague qui va permettre de suivre la traçabilité unitaire au niveau de chaque peau de crocodile et qui permet de justifier que c'est pas une peau qui est issue de braconnage. Et les éleveurs de crocodiles, ce qu'ils ont fait, c'est que en fait, le crocodile, il se reproduit très mal en captivité, et donc il prélève des œufs dans la nature. Que la mortalité des crocodiles dans le milieu naturel, elle est extrêmement élevée. Donc, les reproducteurs, ils récupèrent ces œufs. Ils vont permettre de faire grossir les crocodiles et ils vont en remettre une grande partie dans le milieu naturel, ce qui permet en fait de développer, de garder des espèces dans le milieu naturel. Et la quantité de crocodiles a plutôt augmenté en fait depuis qu'ils ont cette pratique.
Voilà un peu le cas très particulier avec Crocodile, qui est vraiment pas du tout la grosse majorité des cuirs qui sont utilisés dans le livre. Je rappelle, viennent principalement de l'industrie agroalimentaire. Vous avez des questions? Ça, c'est la question suivante. Alors, vrai ou faux? Est-ce que toutes les peaux sont valorisées en cuir? À la sortie de l'abattoir. Alors, effectivement, c'est non. En fait, vous avez plein de raisons qui font que les peaux ne sont pas forcément ensuite valorisées sous forme de cuir. Déjà, dans les espèces qui sont élevées, on a vu, elles sont élevées pour leur peau ou pour la viande ou pour le lait. Et un animal qui fait du lait, il ne fait pas forcément une belle peau. D'accord? Pareil, un animal qui fait de la bonne viande, c'est pas forcément une jolie peau. Autre raison, c'est que vous avez au niveau de la qualité de la peau beaucoup de parasites qui peuvent venir abîmer la peau et qui font que derrière, on ne va pas réussir à valoriser la peau. Au niveau de la découpe aussi de la peau, qui va être la première étape à l'abattoir pour enlever la peau de l'animal, à cette étape-là aussi, si c'est pas bien fait, vous allez avoir des trous, un cuir avec un trou en plein milieu, vous n'allez pas réussir à en faire quoi que ce soit. Et puis, le process de tannerie, il est aussi assez complexe. Et de plus en plus, il y en a qui se tournent aussi vers d'autres valorisations. Alors, est-ce que vous avez une idée à quoi ça peut servir une peau à part du cuir? Qu'est-ce qu'on en fait quand on ne fait pas du cuir? Quelqu'un aurait une idée de ce qu'on peut en faire? La principale autre utilisation de la peau, ça va être la gélatine. Alors, les gélatines en bonbons, mais ça peut être aussi de la gélatine technique, il y a vraiment pas que l'agroalimentaire. Et c'est loin d'être négligeable. Alors, ça dépend vraiment des pays, ça dépend des espèces, ça dépend de plein de choses, mais il y a certains pays où ça peut être plus de 30% des peaux qui sont valorisées en gélatine. Au niveau des bovins, vous allez avoir en France quasiment tous les bovins qui vont être transformés en cuir. Alors en France ou envoyés en Chine pour être taillés. Par contre, en bovin, il faut savoir qu'aujourd'hui, les peaux d'ovins, en fait, on a quasiment, c'est très très peu les peaux qui sont valorisées en cuir en France. C'est quelques pourcents, sinon ça part en destruction. Et ça part pas en panne. Et les peaux, les cuirs d'ovins, en fait, ils sont issus de peaux qu'on fait venir souvent d'Australie. C'est des peaux qui sont élevées pour leur laine, en fait. Ceux qui ont des belles laines ont souvent des belles peaux. Et c'est pas nos moutons d'alpage qui servent pour les cuirs d'ovins. Voilà, donc retenez, si c'est pas du cuir, et c'est de la gélatine, ou alors après, c'est de la valorisation énergétique, pas de la valorisation matière. Des questions jusque-là? Alors, question suivante. À votre avis, combien de tanneries il existe en France aujourd'hui? 5, 32, 88 ou 224?
Donc le podium va changer. Ils vont Manon, Hugo, Agathe. Alors, la tannerie en France, dans les années 80, on avait plus de 200 tanneries. Et fin des années 80, on a commencé à avoir un grand déclin de la tannerie en France. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 32. Alors, assez répartis sur le territoire français. On a des tanneries d'ovins, des tanneries de bovins, des tanneries de crocodiles. On a un peu tout type de tanneries. Beaucoup ont disparu dans les années 80 suite à la mise en place des normes environnementales qui nécessitaient notamment de mettre des stations d'épuration pour ne pas rejeter dans la rivière. Ça paraît assez logique maintenant, mais quand ça a été mis en place, tous n'ont pas réussi à se mettre aux normes. Et beaucoup ont préféré en fait fermer plutôt que de se mettre aux normes. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence des cuirs qui proviennent d'Asie. En Europe, les autres pays qui sont leaders dans le cuir, c'est l'Italie, très loin devant les autres. Italie, Espagne, vous allez le trouver aussi, et puis la France, vous avez un peu aussi aux Pays-Bas. En Europe, il en reste 700-800. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, en fait, il y en a beaucoup qui ont réussi à survivre, en fait, parce que beaucoup de maroquiniers du luxe ont racheté les tanneries de façon à sécuriser leur approvisionnement en cuir de qualité. Et donc, ils ont permis beaucoup de tanneries, en fait, d'injecter des investissements et d'avoir des tanneries qui se maintiennent sur le sol français. Oui. Est-ce que je me suis donné et la demande qui a laissé sur les 180 000, est-ce qu'elles ont grossi, elles ont fusionné entre elles? Non. C'est juste une demande qui a laissé. La demande qui a laissé. Alors, la demande, pas forcément, c'est que on va approvisionner ailleurs. Non, par exemple, dans le sud-ouest, là, il y a une ville où il y en avait plus de 50 dans les années 80 et aujourd'hui, mais non, ils n'ont pas forcément fusionné. Après, en France, il y en a encore beaucoup c'est des sites historiques. Il n'y a pas eu d'ouverture de tannerie. En fait. Donc, c'est des sites qui ont quand même une grande histoire. Et voilà, la mise aux normes et la modernisation des installations, elle est coûteuse. Là où, en Chine, ils ont créé des nouveaux sites avec une quantité beaucoup plus importante que celle que fait nous en France. Mais ils sont sur des cuirs beaucoup plus standards, là où nous, on est beaucoup plus sur des cuirs pour le luxe. D'autres questions? Ah, c'est la question. Vrai ou faux? Cette photo est-elle prise dans une tannerie? En effet. Alors, c'est Manon, Hugo et Agathe. Manon, Hugo, Agathe. Et Manon. Alors, vous avez certainement plutôt en tête les images de droite
au niveau des tanneries. C'est ce qu'on voit notamment au Maghreb avec ce qu'on appelle des productions en basserie. Donc c'est de cette façon-là qu'on faisait traditionnellement, on transformait les pots en cuir en plongeant les pots dans des bains chargés en tanins végétaux. Ça existe encore. La photo en bas à droite, c'est dans une tannerie française qui fait des cuirs de semelles, notamment pour Weston. Je pense que vous connaissez la marque de chaussures Weston, qui est une marque française, hein, contrairement à ce que le nom le laisse entendre. C'est une marque française, avec des semelles qui sont fabriquées en France. Alors, ça existe encore, mais en haut, c'est quand même plutôt pour le folklore. Et maintenant, on travaille en foulon pour faire du cuir. Le principe, c'est ces espèces de gros tambours qu'on appelle un foulon. C'est comme un tambour de machine à laver. En fait, c'est vraiment le même principe. Vous allez introduire les pots bruts dedans. Vous allez les charger en eau, en différents produits chimiques. Et puis, vous allez faire tourner. Et puis après, vous allez laisser la réaction se faire, et puis vous allez le faire plusieurs fois selon les différentes étapes que je vais développer par la suite. Et donc ça, c'est vraiment le principe qui est utilisé dorénavant. Alors entre en haut et en bas, vous voyez, alors c'est souvent comme en bas à gauche avec des foulons en bois. Mais vous pouvez aussi avoir des foulons en polypropylène comme en haut à gauche, voire en inox dans certains cas. Donc ça, c'est au choix du tanner. Donc voilà, retenez, ça se fait dans des foulons et pas comme les photos de droite très traditionnelles. La grosse différence entre ces deux procédés, c'est qu'il y en a un qui va être beaucoup plus rapide que l'autre. Quand vous êtes sur des productions en basserie, vous allez être sur des mois, voire des années pour transformer une peau en cuir fini. Dans certains cas, ça peut aller jusqu'à 1 ou 2 ans pour avoir votre cuir qui sort de cette façon-là. D'accord ? À gauche, en tout là, vous allez pouvoir le sortir en 15 ans. Donc, voilà. On comprend qu'on soit passé sur la méthode à gauche. Et puis, vous allez aussi utiliser moins d'eau en foulon que en bassin. Vous avez des questions? Je passe à celle d'après. Allez, reprenez vos téléphones. Vrai ou faux? Est-ce que le cuir de buffle est toujours plus résistant que le cuir de veau? C'est faux. Alors, ça va être plus dû au process de transformation que à la peau elle-même. Alors évidemment, si vous avez un buffle et puis un agneau, vous ne partez pas avec le même matériau de départ. Donc c'est sûr que le buffle... mais si vous tranchez le buffle et que vous en faites, on va pouvoir jouer sur les épaisseurs, là vous pouvez très bien avoir un cuir de buffle qui soit moins résistant. Et s'il est mal transformé, moins mal processé, vous allez avoir un cuir qui n'est pas résistant. Donc, bien sûr qu'au départ, ça joue, mais ce n'est pas le seul paramètre. Donc là, ça me permet d'introduire le procédé de fabrication du cuir. Donc, ça, c'est une peau qui va sortir de l'abattoir. À l'abattoir, vous allez avoir une peau avec les poils, les saletés, la graisse de l'autre côté. Qui va sortir de l'abattoir.
Ça, c'est une peau qui est putrescible. Si vous y faites rien, en une journée, en fait, vous allez déjà avoir des microbes qui vont se développer et vous allez avoir de la moisissure sur la peau. Donc après, la peau, elle va plus être utilisable du tout. C'est une autre raison aussi pour partir en gélatine si la conservation n'est pas bien. Donc la première étape, c'est de conserver cette peau. Le principal moyen de conservation de la peau, c'est le sel. Très classique comme conservation. Donc c'est ce qu'on voit sur la peau là. Vous voyez ces aspects blancs, c'est du gros sel qui est ajouté sur le côté gras de la peau. Ce sel, il va permettre en fait de faire dégorger l'eau de la peau et vous allez ensuite au bout de 15 jours avoir une peau qui est salée avec beaucoup moins d'eau. Il reste un petit peu dedans, mais vous pouvez transporter et qui paraît fraîche. L'autre moyen de conservation, ça va être dans de la saumure. En France, ça se fait pas. Donc c'est dans des lacs avec de l'eau et du sel. Et puis pour les cuirs de poisson, vous allez avoir surtout de la congélation qui se fait pour garder les peaux. Donc ça, c'est le rôle du négociant. Alors ça se fait soit à l'abattoir, soit c'est le négociant qui va faire cette étape de transformation de la peau. Et lui, il va classer les peaux selon les poids, la taille des peaux et selon leur qualité. Alors, vous voyez que là, à cette étape-là, on n'a quand même pas beaucoup d'informations sur la qualité qu'il y a de la peau. Vous n'allez pas voir s'il y a des griffures, s'il y a des piqûres. En fait, c'est comme vous. Vous avez des cicatrices, vous avez des piqûres de soupe, vous avez. L'animal, c'est pareil. En fait, il va avoir tout ça qui est présent sur sa peau. Sauf qu'en fait, à ce niveau-là, c'est très très compliqué d'avoir toutes ces informations-là. Le négociant, derrière, lui, il va vendre cette peau au tanneur. Et la première étape que le tanneur va faire, c'est de se débarrasser de ce dont il n'a pas besoin sur la peau. Et pour pouvoir voir un petit peu mieux qu'est-ce qu'il y a derrière les poils. Ils vont enlever les poils et enlever la graisse. Ça, c'est la coupe d'une peau. Donc, vous voyez sur la gauche, vous avez le derme. Le derme, c'est vraiment la partie qui va nous intéresser. C'est là où vous avez le collagène qui va nous intéresser pour faire le cuir. Donc vous allez enlever l'épiderme. C'est vraiment, c'est pas aussi gros que ça, c'est vraiment très très fin là ici, plus les poils. Alors sauf si vous voulez garder les poils et faire un tapis avec les poils, vous allez garder les poils. Une fourrure, vous allez garder les poils. Sinon c'est exactement la même chose. Et puis vous allez enlever aussi tous les tissus sous-cutanés, donc toutes les graisses qu'il y a en dessous, et garder le derme. Donc cette étape de rivière, voilà, elle vous permet ça, elle permet de nettoyer la peau, elle permet aussi de redonner, de regorger la peau d'eau, parce que pour les étapes suivantes, on a besoin que l'eau, la peau soit vraiment chargée en eau. Une fois qu'on a donc enlevé les poils, la graisse et nettoyer la peau, on va passer à l'étape de tannage. L'étape de tannage, elle permet de rendre la peau imputrescible. Jusqu'à avant, vous allez encore avoir les bactéries qui vont pouvoir se développer. Une fois que le tannage est fait, là, votre peau, vous allez pouvoir la conserver de façon des années, une fois qu'elle est tannée. Sauf que là, derrière, vous voyez, ça, c'est pas encore fini, parce que c'est pas avec ça qu'on va pouvoir se faire des chaussures ou un fauteuil de canapé. Donc, derrière, il va falloir apporter au cuir les caractéristiques qu'on souhaite apporter. Donc, au niveau de la couleur,
Au niveau de ce qu'on appelle la main, c'est la souplesse, le toucher. Donc vous allez pouvoir apporter la rigidité, l'épaisseur, le grain final que vous voulez donner au cuir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'étape de courroyage. Donc ça se fait aussi dans des fours. Donc les 3 étapes qu'on a vues là, elles sont en milieu humide, dans les fours. Au niveau du courroyage, vous allez commencer à avoir des étapes qui sont plus mécaniques, notamment pour la refonte. Quand vous allez, au départ, la peau elle est épaisse et vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup. Vous allez pouvoir couper la peau dans le sens de l'épaule. Et d'ailleurs, c'est ça ce qu'on appelle quand vous achetez des ceintures, vous y mettez en croûte de cuir. Quand on appelle la croûte de cuir, en fait, c'est la partie inférieure. Vous avez vu, il y a le derme. La fleur, c'est la partie extérieure de la peau. Et quand vous coupez en deux, ce qu'il y a en dessous, c'est la croûte. Et quand vous êtes une ceinture en croûte de cuir, c'est que vous n'avez pas la partie noble supérieure, c'est que vous avez la partie inférieure. À l'œil nu, ça se voit pas. Par contre, en termes de tenue, ce ne sera pas la même. Donc ça, c'est avec l'étape de courroyage. Et puis ensuite, vous avez l'étape de finissage. Là, c'est vraiment pour donner l'aspect final de la peau en termes de couleur, donc aussi pour uniformiser. C'est là qu'on va pouvoir aussi masquer tous les défauts d'une peau. Donc les plus belles peaux qui sont 5% des peaux que le tanneur a. Puisque lui, il achète des peaux, vous avez vu, il achète à l'aveugle. Mais une fois qu'il arrive là, il va j'en ai 5% qu'on fait des peaux. C'est à peu près leur demande. Et ça, là, dans ces cas-là, on va vraiment faire très peu de finition. C'est vraiment les plus belles peaux et c'est celles qui partent dans le luxe. Et après, il faut faire des finitions de façon à masquer en fait les défauts, donc surtout avec des finitions en base de polyuréthane par exemple. C'est un peu comme de la peinture automobile. Vous allez venir peindre le cuir de façon à masquer les défauts. Et puis aussi pour apporter la protection finale. Par exemple, pour avoir des anti-taches, de l'imperméable, en finition. Voilà. Et une fois que l'étape de finissage elle est terminée, vous pouvez vendre votre article au maroquinier ou à d'autres fabricants. Donc, je dis les quelques pourcents qui sont de très belle qualité, eux, ils vont partir, ils sont même vendus avant d'être fabriqués. Les derniers de plus basse qualité, ils peuvent rester des années en stock chez le tanneur avant de réussir à trouver le produit. Donc, c'est le jeu, c'est qu'on achète quelque chose, on ne sait pas ce que c'est et on va essayer de le transformer de façon à lui donner le plus de valeur à la fin. Et on part d'un déchet agroalimentaire et en une étape, on arrive à fournir l'industrie du luxe. C'est quand même assez dingue cette valeur ajoutée qui est apportée lors de l'étape. Vous avez des questions sur le procédé? Vous aurez des petites BD à la fin. Vraiment pas, il y en a pour tout le monde. Ici. Je vous explique toutes les étapes, donc n'hésitez pas à les prendre en sortant. Question suivante. Alors, vrai ou faux, est-ce que les tanneries sont potentiellement sources de pollution? C'est vrai. Le score reste. Alors oui, forcément, on l'a vu, vous allez récupérer une peau, déjà, vous allez
utiliser beaucoup d'eau dans le procédé. Et cette eau, elle va vous permettre d'enlever tout ce dont vous ne voulez pas sur la peau. Donc, vous allez enlever la graisse, les poils, vous allez utiliser des produits chimiques. Donc là, vous allez avoir des effluents aqueux qui sont chargés en différents polluants. Et c'est pourquoi les tanneries ont toutes une obligation d'avoir des stations d'épuration et qui sont contrôlées sur leur rejet. Alors, rejet qu'ils font soit directement dans le milieu naturel s'ils ont une station d'épuration complète, soit ils peuvent faire un pré-traitement chez eux et envoyer derrière en station d'épuration communale avec une convention de rejet, avec des normes à respecter, avec des fréquences de contrôle qui sont faites. Et puis, vous avez aussi tout ce qui concerne les déchets solides. Au niveau de la station d'épuration, vous allez récupérer dans le filtre tout ce qu'on a enlevé de l'eau, il vient des déchets. Donc, vous avez ça. La graisse aussi, vous allez la récupérer et puis on va essayer de la valoriser sous forme énergétique. Dans tous les cas, tous ces déchets, ils sont envoyés dans des centres de traitement agréés pour être traités, valorisés au Et puis après, on utilise un certain nombre de produits chimiques. Un tanneur, il a chez lui plusieurs centaines de références de produits chimiques qu'il utilise. Alors, il y en a beaucoup, c'est en finition. Parce que vous allez avoir des pigments pour les couleurs. Donc là, il va avoir une palette de couleurs assez incroyable. Donc, ça fait tout autant de produits chimiques qui sont utilisés. Et en fait, les produits chimiques, ils sont évalués par l'agence européenne qui définit quelles sont les substances qui sont préoccupantes. Et sur ces substances préoccupantes, il va y avoir des mesures, des contrôles de quantité à respecter, et puis des fois des interdictions de certaines substances qui ne doivent pas se retrouver dans les cuves. Et donc le jeu du tanneur, ça va être constamment s'adapter et de changer son procédé pour substituer les produits par des produits qui sont moins dangereux possible. C'est notamment l'objet de la chaire avec vous, puisque l'agent de tannage, on verra après, un des agents de tannage qui est largement utilisé, on essaie de trouver un substitut pour avoir un produit moins dangereux. Et puis, les derniers points de pollution, ce sera la pollution de l'air. Là, on est à la fois sur les odeurs, traditionnellement, si elle est faite correctement, honnêtement, il y a de toute façon un type de production chimique rarement extrêmement bon, mais c'est pas pire que un autre. C'est si les peaux sont pas bien conservées, là oui, effectivement, vous allez avoir des odeurs. Mais sinon, une tannerie bien gérée, il n'y a pas d'odeur plus que ça. Et puis après, l'autre sujet, c'est en finition, on va utiliser des bases solvantées ou aqueuses. Avant, il y avait beaucoup de bases solvantées qui étaient utilisées parce que dans les peintures seulement, c'est un petit peu. Mais évidemment, elles sont beaucoup moins utilisées. Il y en a beaucoup qui n'utilisent que des bases aqueuses en finition. Donc c'est ça pour éviter le rejet de COP dans la conception. Vous avez des questions sur l'impact environnemental des tanneries? L'autre sujet qui rejoint aussi les rejets aqueux, c'est la consommation d'eau. Au niveau de la consommation d'eau, c'est des choses sur lesquelles les tanneries, c'est vraiment un sujet d'actualité, puisque jusqu'à récemment, l'eau n'étant pas chère en France, on avait tendance à l'utiliser
utilisé de façon assez comme si c'était infini. Et donc là, maintenant, il y a vraiment des travaux qui se mettent en place de façon à pouvoir recycler les bains de tannage et utiliser moins d'eau dans le processus. Question suivante. Vrai ou faux? Est-ce que la couleur naturelle du cuir est marron? C'est faux. On a vu tout à l'heure un petit peu les photos qui vous permettent de vous donner une idée. En fait, vous avez vu, la peau, elle va plutôt être grisâtre une fois qu'on a enlevé les poils et la graisse. Et ça, c'est au niveau du travail de rivière. Et ensuite, vous allez avoir le travail de tannage. Et au niveau du tannage, vous allez avoir 3 types de tanins principaux qui sont utilisés. Alors, le plus couramment utilisé, c'est le chrome 3. Alors, je vais peut-être commencer par là. Le végétal, c'est 10%. Je commence par celui-là. Traditionnellement, on utilisait des tanins végétaux. D'où cette couleur un peu marron, en fait, un dégradé de brun qui tire vers le jaune quand on est sur du mimosa ou sur du rouge quand on est sur du quebracho. Vous allez avoir des teintes marron, mais qui sont liées en fait au tanin et non pas à la peau elle-même. Ça, c'est environ 10% des cuirs qui sont tannés végétaux. Le plus couramment utilisé, c'est le chrome 3. Le chrome 3, c'est, vous voyez en haut la poudre un peu verte. C'est un oligo-élément qui est pas dangereux du tout sous forme de poudre comme ça et qui est utilisé pour tanner les peaux et qui vont donner cet aspect un peu bleuté des peaux tannées au chrome 3. Et puis le dernier qu'on utilise, c'est les tanins synthétiques, donc issus de la pétrochimie. Là, on va avoir des couleurs plutôt blanches. Et on va voir maintenant les avantages et les inconvénients de chacun de ces types de tannage. Alors, réponse multiple, attention. Le tannage au chrome, donc le bleu, il représente 85% de la production de cuir. Quels sont ses avantages à votre avis? Est-ce qu'il est plus facile à utiliser pour le tanneur? Il convient aussi bien au cuir souple qu'au cuir rigide. Il permet la production de cuir sans métal. Il est polyvalent pour créer une large gamme de couleurs. Il y a eu 3 bonnes réponses. Et permet la production de cuir sans métal, c'est pas possible puisque le chrome est un métal. Donc, c'était pas possible celle-là. Donc oui, le gros avantage du chrome 3, c'est qu'il va être facile à mettre en œuvre, il n'est pas cher, et il est rapide, et il va donner
une multitude de cuirs possibles à la fin. En fait, là-dessus, vous allez pouvoir derrière le transformer en ce que vous voulez. Alors que sur du cuir, sur du tanin végétal, là, vous allez être un peu plus embêté pour faire tous les articles que vous voulez, parce que déjà, vous allez avoir une teinte brune, et ça va être compliqué de mettre toutes les couleurs que vous voulez derrière. Vous allez être plus limité en termes de couleurs. Et en termes de souplesse, vous êtes sur des cuirs qui sont beaucoup plus rigides. Même si après on peut jouer au niveau du courroyage, mais ça va être moins polyvalent. En revanche, le chrome 3, son gros problème, c'est que s'il est mal utilisé, il va pouvoir s'oxyder et se transformer en chrome 6. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du chrome 6, mais chrome 6, lui, pour le coup, il est interdit d'utilisation. Alors là, ce n'est pas une utilisation, hein, puisque c'est une transformation lors du processus. On n'est pas dans ce cas-là. Mais c'est une substance qui est toxique par ingestion, par inhalation, et qui est aussi allergène par voie cutanée. Alors, le cuir, on ne va pas le manger, hein, donc au niveau de l'ingestion, on ne va pas forcément embêter. Par contre, au niveau cutané, là, pour le coup, on est quand même très embêté si on a du chrome 6 qui apparaît. Donc, il y a une vigilance accrue du tanneur, de façon à ce que dans le procédé, il arrive à maîtriser la non-transformation du chrome 3 en chrome 6. Et c'est quelque chose qui est mesuré systématiquement sur les pots, de façon à vérifier qu'on est bien en dessous de 3 mg par kilo de chrome 6 par kilo de cuir. C'est une norme qui est européenne et qui est liée au seuil de détection en laboratoire du chrome 6. Et cette transformation, elle est liée à l'humidité, à la température, aux UV, au taux de graisse. Enfin, il y a plein de paramètres en fait qui jouent sur l'apparition du chrome 6. Donc ça, c'est un des points critiques du chrome. Même si aujourd'hui les tanneurs savent le maîtriser, mais si vous vous fournissez auprès de tanneries peu regardantes, vous pouvez avoir des cuirs qui contiennent du chrome 6 et générer des allergies cutanées. Attention, où vous vous sourcez, il y en a qui ne vont pas forcément faire le test. Alors, en Europe, c'est bon, mais hors Europe, ça dépend. Ça dépend. Il y en a des très très bien et il y en a des moins bien. L'autre inconvénient du chrome, c'est que du coup, vous allez vous retrouver avec des déchets de chrome, puisque au niveau de la tannerie, vous allez avoir ces déchets de dérayure, si vous allez découper, vous allez refondre, vous allez avoir pas mal de déchets de cuir en tannerie. Et ces déchets, ils contiennent du chrome, qui est un métal, qui est classé dans les différents... Vous n'allez pas pouvoir utiliser ces matières-là en engrais agricole, alors que au départ, c'est du collagène, c'est des choses qui sont très bonnes pour les plantes. Sauf que vous allez apporter du chrome, ce qui va donc compromettre son utilisation en agriculture. Et donc difficile de valoriser les déchets de cuir pour cette raison-là, de même que pour les déchets des articles en fin de vie. Donc c'est pour ça qu'on cherche des alternatives au chrome 3, hein, qui a des avantages, mais aussi des inconvénients. Son autre inconvénient, c'est aussi que c'est issu de mines. Donc c'est pas renouvelable, hein, c'est un métal. Donc, bon, c'est pas biosourcé. Et est-ce que vous avez d'autres questions sur le chrome? Est-ce que je passe à la question suivante?
C'est l'objet de la chaire industrielle de trouver une alternative. Question suivante. Alors, on est sur l'environnement. Quelle étape, à votre avis, contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre dans tout le processus depuis l'abattoir jusqu'à la mise en marché du cuir? Est-ce que c'est le transport? Est-ce que c'est l'élevage? Est-ce que c'est la production de produits chimiques ou est-ce que c'est la consommation d'énergie dans les familles? En effet, c'est l'élevage. Ah. Alors, les gaz à effet de serre, contributeurs du réchauffement climatique, dont on voit les conséquences tous les jours maintenant, à la fois sur des conséquences sur le cycle de l'eau qui vont amener des endroits où on aura beaucoup plus d'eau, des submersions, des inondations, et à l'inverse d'autres endroits où on va être beaucoup plus sec, beaucoup plus d'incendies et donc et aussi des difficultés à produire au niveau agricole, ce qui peut amener des conflits certains. Alors, je pense que vous devez être au courant du phénomène de l'effet de serre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer dans une explication sur l'effet de serre? Quelqu'un ne se lançait pas? Ouais. C'est la réflexion de permet l'augmentation de la température de la Terre, puisque les rayons du soleil sont principalement visibles, alors que la Terre est dans l'infrarouge. Ça fait ping-pong entre la Terre et les gaz. Et donc l'effet de serre, il est naturel ou pas? Oui. Est-ce que vous connaissez le principal gaz à effet de serre? Non. C'est l'eau, ouais, la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, c'est vraiment le principal gaz à effet de serre à la surface de la Terre. Aujourd'hui, on est à environ 15 degrés à la surface de la Terre. Si on n'avait pas d'effet de serre naturel, on serait environ moins 18 degrés. Quand même, merci l'effet de serre quand même au départ. Ceci étant, en faisant de la combustion des ressources fossiles telles que le gaz, le pétrole, le charbon, on ajoute des gaz à effet de serre et donc on augmente la température à la surface de la Terre avec les conséquences qu'on a vues. Et alors pourquoi on en parle ici? C'est parce que effectivement la combustion des énergies fossiles contribue à l'effet de serre, mais on a également dans l'élevage une contribution. Alors vous avez là sur ce graphe l'évolution des gaz à effet de serre depuis les années 70. Si on remontait plus loin, ce serait exponentiel. Vous avez en gris, c'est ce qui concerne les combustibles fossiles. Et ce qui nous intéresse, nous, pour l'élevage, c'est la partie verte et la partie rouge. Parce que le vert, c'est tout ce qui concerne le déboisement, donc la déforestation. Donc, les émissions de carbone liées à la déforestation. Et puis, en rouge, vous avez le méthane. Donc, le méthane, il est, entre autres, et pas que, lié aux élevages de bovins. Donc, c'est la rumination des animaux monogastriques qui va générer du méthane. Et là, vous avez
Et pour la déforestation, en fait, il y a des pays, alors c'est pas le cas en France, mais au niveau mondial, vous avez des pays qui déforestent pour mettre des élevages de bovins. Alors, des élevages de bovins, on rappelle, c'est pour la viande, c'est pas pour le cuir. Ceci étant, le cuir, il provient des élevages de bovins, donc prend une partie des émissions liées à la déforestation mondiale liées à l'élevage de bovins. Et donc, vous avez une partie, 40% en gros, du déboisement et du méthane qui est lié à l'élevage de bovins. Et donc, quand on prend tout ça, pour un cuir classique, pour vous donner un ordre de grandeur, hein, évidemment, ça va être extrêmement varié d'un cuir à l'autre, mais en moyenne, retenez que c'est environ 3/4 de l'impact du cuir qui provient de l'allocation qu'on a donnée à l'élevage. Ensuite, vous avez 15% pour les produits chimiques, 8% pour l'énergie et pour le transport. Donc en fait, ce qui est dans la main du tanneur, lui, il a que 25% sur lesquels il peut jouer. Le reste, c'est lié à l'élevage. Et alors, comment on va considérer l'élevage? Là, c'est pas vraiment de consensus. Aujourd'hui, ce qui est habituellement pris, c'est 3,5% des impacts de l'élevage qui vont être mis sur le cuir. Le 3,5%, il sort d'une étude des Pays-Bas il y a 15-20 ans, basée sur une production, mais c'est ce chiffre qui est aujourd'hui dans les bases de données. C'est celui qui est utilisé. Et c'est une allocation économique. C'est les revenus de l'impôt par rapport au reste. Aujourd'hui, ce chiffre, il est quand même... Il ne fait pas consensus. Et on voit que le 3,5%, en fait, il donne 75% des impacts, alors que c'est un chiffre qui ne fait pas consensus. C'est vrai que ça pose question. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir comment il a été construit. Celui qu'on prend généralement, c'est le 3,5%. Celui qui est en vert, c'est celui qu'on utilise nous habituellement. Aujourd'hui, quand on revoit les calculs un petit peu avec les abattoirs aujourd'hui, on fait plutôt à 1,5% plutôt qu'à 3,5%. Mais ça dépend des espèces, évidemment. Donc voilà le chiffre. Après, il y en a certains qui diraient il faudrait que ce soit une allocation à 0, puisque c'est un déchet de l'agroalimentaire. Pourquoi on associerait à une allocation sur un déchet? C'est des sujets qui font beaucoup polémique. Mais voilà. En tout cas, donc le cuir, lui, derrière, il va être utilisé dans un produit fini, parce que en tant que tel, le cuir, il n'est pas utilisé par le consommateur final. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment il va être mis en œuvre dans son cycle de vie. Et notamment au niveau de la durabilité, le matériau initial, en fait, c'est difficile de dire est-ce que c'est durable ou pas, parce qu'en fait, en soi, ça sert à rien, quoi. Donc, c'est solide. On va pouvoir mesurer une solidité, mais derrière, ça va être comment il va être intégré dans le produit fini. Et même s'il est durable en tant que tel, parce que si vous le gardez, vous revenez dans 100 ans, encore, il y a même des cuirs qu'on a retrouvés qui dataient de plus de 10 000 ans. Donc le cuir est durable, par contre, ça dépend comment il va être intégré derrière dans le produit fini. Donc, on va regarder maintenant ce qui concerne plutôt le produit dans lequel on va l'intégrer.
Et ces produits-là, ben, ça va être soit de la maroquinerie, soit des chaussures, soit de l'ameublement, soit des vêtements, qui sont les principales utilisations du cuir. Et alors, à votre avis, plus un article est utilisé, plus son impact environnemental diminue. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, effectivement, je n'ai pas précisé pour une machine à laver, ce ne serait pas le cas, parce qu'il y a une utilisation lors de l'article, mais pour un article en cuir, je le précise, vu qu'il n'a pas d'impact lors de l'utilisation, plus il va être utilisé, moins son impact final cumulé, il va être. Alors, je m'explique. On a ici deux chaussures qui sont fabriquées. Une chaussure en cuir avec un impact A important. Et puis une chaussure beaucoup plus basique qui pourrait être une chaussure en carton, qui aurait un impact à la production qui serait beaucoup plus faible. Et on pourrait se dire, super, je vais prendre le B puisque l'impact il est plus faible sur la production. Bon, après, forcément, il faut quand même se dire, ça dépend combien de temps je l'utilise, parce que ma chaussure A, je vais l'utiliser, pouvoir l'utiliser pendant beaucoup plus longtemps que le produit B. Et pour une même durée d'utilisation, vous allez avoir besoin de 5 paires B pour avoir la même durée d'utilisation. Donc, dans un cas pareil, il vaudrait mieux utiliser la chaussure A pour avoir un impact cumulé plus faible. Alors après, c'est sûr que ça dépend. Si vous voulez pouvoir changer de type de chaussure régulièrement, il vaut mieux prendre la B dans ce cas-là. Comme ça, vous pouvez changer de couleur à chaque fois. Et si vous l'utilisez qu'une fois, si vous savez que vous allez utiliser votre paire de chaussures qu'une fois parce que c'est pour un événement particulier, il vaut mieux que l'impact initial soit plus faible possible. En tout cas, il faut toujours avoir cette notion quand même de durabilité de l'article quand on pense à l'impact. L'impact initial, c'est pas tout. Il faut aussi penser à son impact cumulé dans le temps. Et ça, c'est ce qu'on appelle la durabilité physique, la solidité aussi. Vous avez aussi tous les facteurs extrinsèques dans la mode qui vont apporter une information complémentaire. Parce que des fois, votre article est en bon état, mais vous ne le mettez plus. Parce que vous en avez marre. Dans d'autres cas, il n'est plus en bon état, mais vous continuez à le mettre. Et ça, c'est un peu difficile à objectiver en fait. Quels sont les critères qui font qu'on va conserver ou non un article? Donc, c'est ce qu'on appelle la durabilité extrinsèque. Contrairement à la durabilité intrinsèque, qui elle est beaucoup plus normée avec des tests. Et sur la durabilité extrinsèque, ça va être. Alors, pour les chaussures, ce qui ressort le plus, c'est le confort. Le fait qu'elles soient confortables fait qu'on va les garder beaucoup plus longtemps. Ce qui ressort aussi de nos études, c'est que pour un sac, ça va être sa praticité d'utilisation qui fait qu'on le contienne. C'est ces éléments-là sur lesquels les marques réfléchissent aussi de façon à travailler sur le sujet. Vous avez des questions, des remarques sur le. Alors, vrai ou faux, est-ce que le relief du cuir est naturel? Le relief, quoi.
C'est faux. Si on l'a vu, c'est à l'étape de corroyage en fait que vous allez pouvoir apporter ce que vous voulez à la fin. En fait, vous voyez un niveau du tannage, vous n'avez pas du tout le faire passer. Le grain, il est vraiment pas du tout marqué, c'est assez lisse comme support. Et en fait, derrière, vous allez pouvoir apporter soit du satinage, vous allez vraiment donner un aspect brillant, ou alors le grainage, vous allez appliquer des plaques qui vont vous permettre de faire le grain que vous voulez. Là, je vous en fais passer un. On dirait du serpent, mais c'est pas du tout du serpent. Il y a plein de sacs maintenant, on a l'impression que c'est des sacs en coco, mais c'est des sacs en bovin sur lesquels on est venu faire le grain du coco en faux coco. Alors, donc, toutes ces étapes-là, en fait, c'est des choses qu'on peut faire au niveau du corroyage de façon à donner l'aspect de grain qu'on souhaite à la fin. Et en fait, à la fin, vous allez avoir une variété très large des cuirs possibles. Alors, à la fin, là, vous pourrez venir regarder. On a des échantillons de tout un tas de types de cuirs et vous avez les explications qui sont ici. Qui vous permettent de savoir qu'est-ce que c'est comme cuir et vous pourrez voir la variété qui est liée soit à l'espèce. Alors, est-ce que vous savez en haut à gauche ce que c'est comme espèce d'animal? Avec les points comme ça vous parle ou pas? C'est un cuir de... C'est pas grave de se tromper. Non, c'est pas l'éléphant. Deux oiseaux. Une autruche. C'est l'autruche. Celui du milieu, c'est quoi? Coco, ouais. Et à droite? Bon, ça pourrait être plein de choses. En l'occurrence, c'est du bovin, mais ça pourrait être de l'ovin. C'est pareil, il n'y a pas un grain. C'est très rare. Vous avez après, vous pouvez jouer sur l'épaisseur du cuir. Donc là, vous voyez, c'est le même animal au départ. Mais vous allez pouvoir avoir des épaisseurs radicalement différentes et des souplesses aussi qui n'ont rien à voir. Et ça, c'est juste par le travail du tanneur qui va permettre, c'est la même chose au départ, mais selon ce que vous allez apporter, vous allez pouvoir avoir des résultats extrêmement divers. Le gras, on en a parlé là, vous voyez là, c'est appliqué, il y a des fleurs, il n'y a pas des animaux avec des fleurs sur le dos, c'est juste, on a vu des plaques qui permettent d'avoir des fleurs et c'est comme ça parce que après, vous pouvez jouer sur la couleur et puis sur la finition. Vous avez des finitions qui sont plus grasses que d'autres. Donc le toucher peut être vraiment très différent en fonction de ce que vous voulez. Puis la protection aussi de surface qui va être différente en fonction de l'application que vous voulez. Vous pouvez reprendre le téléphone pour une question. Alors, est-ce que le cuir est un matériau biosourcé? Qu'est-ce qui vous ferait dire que le cuir serait pas biosourcé? Est-ce que c'est une erreur en tapant ou est-ce que vous avez un doute? C'est quoi la définition d'un matériau biosourcé? Vous la connaissez?
va être biosourcé dès lors qu'on est d'origine animale ou végétale. Et dans la norme, à partir de 1%, on peut se prétendre biosourcé. Donc, par définition, le cuir provenant d'un animal, il est forcément biosourcé. Les cuirs, on les teste, enfin, on a fait des différents tests, donc c'est des tests au carbone 14 qui permettent d'identifier la part de biosourcés dans les cuirs. On est aux alentours de 80-90% du matériau qui est biosourcé. Alors pourquoi pas 100%? Ça va surtout être lié à la finition que vous apportez sur le cuir, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sur certains cuirs, pour masquer les défauts, on va venir appliquer une couche qui peut être assez importante. Vous voyez celle sur la blanche qui a circulé, vous voyez, c'est très brillant. Enfin, on voit qu'on a rajouté pas mal de peinture dessus. Et c'est cette partie-là, en fait, pour laquelle on n'arrive pas à 100%. Après, biosourcé, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas d'impact sur l'environnement. Donc, c'est deux notions différentes. On a fait des tests aussi sur différents matériaux qui se positionnent comme alternative au cuir. Donc toute la famille des matériaux à base de végétaux. Donc il y en a qui sont à base de cactus, de pommes, d'ananas, de barres de café, voilà, beaucoup de matériaux qui sortent. Qui font une imitation cuir, qui se disent cuir vegan. Maintenant, vous avez compris que ça ne voulait rien dire, un cuir vegan. Donc, c'est un matériau alternatif qui ressemble à du cuir, mais la plupart du temps, en fait, ce sont des toiles en butte et dans l'induction, vous allez retrouver une part de végétal. On a fait différents tests. Alors là, il y en avait un de cactus où on avait en fait 24% de biosourcés. Les pourcentages, ils sont extrêmement variables d'un matériau à l'autre. Ça peut aller de 10% à 95%. C'est très très variable. Mais ils sont quand même en moyenne plus bas que le cuir en termes de biosourcés. Ça va vraiment dépendre en fait de l'induction que vous avez, si elle est à base de polyuréthane ou à base de matériaux biosourcés en fait. Pareil, si votre trame elle est coton ou polyester, vous allez avoir un résultat en biosourcé qui est très différent à la fin. Donc là, et là, il n'y a pas de norme, c'est vraiment, enfin, je trouve vraiment tout de tout dedans. Pour vous donner un peu un aperçu de quoi ça ressemble, à droite, vous avez le cuir avec les fibres de collagène qu'on voit à droite. Et puis là, vous avez une coupe d'un matériau à base de raisin. On voit qu'il y a une trame coton et une induction en polyuréthane qui contient le résidu de raisin. Et la grande majorité du temps, ça va être ce type de structure que vous allez trouver dans les matériaux alternatifs. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est des tests sur ces matériaux, parce que visuellement, ça va être très ressemblant au cuir. Par contre, les propriétés physiques, elles peuvent être vraiment très différentes. Et sa tenue dans le temps peut être très, très variable. Donc, dans certains cas, ça peut être très bien, dans d'autres, enfin, voilà. Vraiment savoir ce que vous voulez et pas se fier au vidéo. Et j'en arrive à ma dernière question, qui concerne plus le greenwashing, puisque on parle beaucoup dans les matériaux de
matériaux responsables, recyclables, éco-conçus, réparables, biosourcés, enfin, un panel d'adjectifs très très large, et on tombe très vite en fait dans le greenwashing, qui est la différence entre les propriétés qu'on met en avant par rapport aux propriétés réelles. Et à votre avis, donc dernière question, est-ce que le greenwashing est encadré par des règles déontologiques, des lois ou les deux? C'est bien les deux. Alors, vous avez des textes de loi, donc à la fois au niveau français et européen, qui vont encadrer donc notamment l'interdiction d'utiliser le terme biodégradable ou respectueux de l'environnement, ou toute autre allégation équivalente. Alors, le toute autre allégation équivalente, vous allez la retrouver notamment dans les lignes directrices qui ont été rédigées par le CNC et l'ADEME, qui viennent vous donner pour chaque terme quelles sont les preuves que vous devez apporter pour pouvoir l'utiliser. Ceux qui contrôlent, c'est la DGCCRF, donc la répression des fraudes, qui vont faire des contrôles sur les sites internet, sur les étiquettes, et qui vont pouvoir donner des sanctions si vous utilisez des termes interdits ou non justifiés. Et puis vous avez également des règles déontologiques qui sont définies par la régulation de la publicité. Donc, au même titre que les publicités mensongères, il y a la partie mensonge sur les allégations environnementales. Et là, vous allez, chacun d'entre vous, si vous voyez un truc qui vous heurte, parce que pour vous c'est du greenwashing, vous pouvez prendre la photo, la poster sur le site de la RPP, et derrière, il y a le jury de la déontologie publicitaire qui va venir donner son avis. Et soit dire non, c'est bon, il n'y a pas de problème, soit demander le retrait de la publicité des réseaux. Donc c'est des publicités dans les rues, et aussi sur les réseaux et à la télé, mais la télé c'est beaucoup plus cadré, c'est déjà regardé en un moment. Donc voilà au niveau du greenwashing. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là? Alors, juste pour terminer, si vous avez un mot de choses que vous avez appris ou que vous retenez, une interrogation, un sentiment que vous pouvez partager pour terminer cet échange. C'est bon, merci. Alors, merci pour tous ces messages. Qu'est-ce que je retiendrai? Alors, retenez le problème du Chrome 6, effectivement. Merci à Polytech de nous aider à travailler sur le sujet. Et j'espère que vous avez appris des choses. Ça a l'air, selon certains, en tout cas.
n'hésitez pas à venir poser des questions et regarder les échantillons à la fin et repartir avec la BD. Retenez donc que l'appellation elle est protégée, qu'on est sur un coproduit de l'agroalimentaire. Il y a effectivement le sujet du chrome 6 qui est à regarder avec attention. Mais que c'est un process qui est maîtrisé et maîtrisable au niveau environnemental. La mesure d'impact carbone, elle n'est pas consensuelle aujourd'hui et elle ne mesure pas non plus tous les autres impacts qui sont intéressants aussi. Que l'article à base de cuir est potentiellement durable, mais que tout dépend de la façon dont ça va être mis en œuvre. Et puis que c'est un matériau biosourcé. Je finirai avec une petite ouverture. Le cuir, il est surtout utilisé dans la mode. Et dans la mode, au-delà de l'impact de l'article qui est mis sur le marché, certes, il a un impact individuel, mais c'est vraiment la quantité globale d'articles qui sont mis sur le marché qui fait l'impact de la mode, lié à une incitation toujours plus importante à l'achat par des prix bas, par des références infinies. Et le cuir se positionne un petit peu en marge de ça. Est-ce que on pourrait l'utiliser pour avoir des articles qui soient plus durables, certes plus impactants au départ, mais plus durables et pas forcément impulsifs à l'achat. Je reste à votre disposition pour des questions. On va voir qui a gagné. Yes. Et on va repartir chacun avec un petit animal. Et Hugo, il aura un livre. Et si vous avez juste une dernière, voilà, si vous voulez donner votre avis, vous pouvez le donner sur l'application avant de la fermer. Est-ce que vous avez des questions que nous aura été fait? Donc, n'hésitez pas à repasser par là, clicher, de les dire, de voir ce qui se passe, ça continue. N'hésitez pas. Moi,